Après la mort de l'enseignante Agnès Lassalle, poignardée par un lycéen de 16 ans à Saint-Jean-de-Luz, le procès s'ouvre ce mardi 21 avril devant la cour d'assises des mineurs à Pau. L'éducation nationale n'est pas partie civile. Oui, mais il faut quand même rappeler... Non, mais pourquoi l'éducation nationale n'est pas partie civile ? Peut-être tout simplement parce que cette mort aurait dû servir d'électrochoc et qu'il n'en a rien été depuis, et que l'institution se refuse toujours à faire son examen de conscience et n'a pas mis en œuvre les politiques de rupture qui s'imposaient, tant en matière de prise en charge des troubles psychiatriques, puisqu'on a toujours, il faut le rappeler, 900 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves, quelques centaines de pédopsychiatres, ce qui n'est quasiment rien, et pas de prise de conscience non plus face à une violence endémique. Agnès Lassalle a été tuée, une assistante d'éducation a été tuée à Nogent l'an dernier, Samuel Paty a été décapité, Dominique Bernard, et toujours 100 000 professeurs menacés, agressés chaque année dans l'indifférence quasi générale. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait toujours plus de démissions, toujours moins d'inscriptions au concours. On ne pourra pas redresser l'école dans ces conditions, ça c'est sûr et certain. Charlotte Dornelas, ça sera peut-être un des grands sujets, évidemment, de la présidentielle, le grand plan Marshall de l'éducation nationale. Ce serait bien, oui. Mais en effet, je pense que la question qui se pose, c'est d'abord comment est-ce qu'on rétablit l'instruction ? Par où on commence, en fait ? Parce qu'il y a des débats. Tout le monde dit, oui, il faut absolument faire je reprends votre expression, un plan Marshall. Tout le monde ne dit pas ça, mais tout le monde dit l'éducation, ça doit être la première chose. Mais il y aura des débats, hein. Parce qu'il y a toujours des gens qui défendent certaines méthodes plutôt que d'autres, qui défendent l'enfant au centre du savoir plutôt que le professeur. Donc il y a des débats d'abord qui doivent se faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend ? Parce que la culture générale, par exemple, il y aura des débats aussi, je vous le dis. Donc on a l'impression que tout ça est évident pour tout le monde. Ben non, ça peut être compliqué de rétablir un programme sérieux. Et ensuite, évidemment, le préalable, c'est les conditions d'exercice ensuite de ce programme qui aura été obtenu. Mais la question de la sécurité touche dépasse de loin les frontières de l'éducation nationale, à qui j'ai beaucoup de reproches à faire, mais en l'occurrence, la question se pose bien au-delà de leurs frontières. Non, mais l'école est une caisse de résonance des violences de la société. Maintenant, le principal problème de ce ministère, c'est qu'on n'a pas au sommet de celui-ci de vision claire de ce que doivent être les finalités de l'école. D'ailleurs, ce ministère, je le rappelle, il s'appelait auparavant Instruction publique. On a changé le terme en 1932. Je pense que c'est un débat qui va se poser à nouveau. L'image du mari d'Agnès Lassalle dansant devant son cercueil pendant les obsèques a évidemment beaucoup ému la France. Et Stéphane Voirin, il a pris la parole il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter. Je leur dis d'abord l'unité de l'institution. En l'occurrence, l'unité. Là, c'est Édouard Geffray qui, effectivement, est le ministre. C'est un des rares ministres de l'Éducation nationale parfaitement inconnu. Et qui ne laissera pas de réforme, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Il était connu comme bureaucrate, en fait. C'était le numéro 2 du ministère. Il a été DGESCO pendant 5 ans, donc c'est un poste extrêmement technique. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il assume d'être dans la pure gestion des affaires courantes en attendant l'élection présidentielle. Donc c'est pas un homme qui se passerait rien. Je trouve qu'il a quand même une vision. Moi, pour avoir un peu échangé avec lui, quand il m'a parlé de l'éducation, alors je sais pas, c'est pas les sujets. C'est pas un pédagogiste, c'est pas un pédagogiste. Non, mais voilà, il a une vision assez claire de. Il n'avait pas forcément les moyens et les coups des franches pour faire ce qu'il aurait envie de faire. Mais de toute façon, l'éducation nationale, hélas, résume Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous avez eu 8 ministres en 3 ans. 9 au total. 9 au total, et pas un ne ressemblait à l'autre. Donc, il n'y a pas meilleure illustration de ce qu'est Emmanuel Macron sur tous les sujets. Le en même temps. C'est même plus du en même temps. C'est le ministère du temps long par essence, en plus. Voilà, et dans n'importe quel domaine, de l'entreprise, du sport, des artistes, etc., il y a une chose qui compte, c'est la cohérence du management. Donc si vous mettez des managers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, comment voulez-vous que ça marche ? D'abord, ça montre que celui qui nomme n'a pas d'idée ou n'a pas de conviction, manifestement, ce qui est tout à fait étonnant, puisque Brigitte Macron, enseignante, a des idées, manifestement, et avait une ligne directrice. Donc on imaginait que sur ce point-là, il y aurait une cohérence. Il n'y en a pas eu du début jusqu'à la fin. En revanche, il y en a une, c'est de traquer les écoles qui fonctionnent. Ça, c'est une vraie cohérence. Et puis, oui, c'est vrai, ça a commencé avant Emmanuel Macron, puis ça se poursuit bien sous Emmanuel Macron. Oui. Surtout ne pas avoir d'exemple qui nous rappelle à quel point nous sommes mauvais. Répartir l'échec plutôt que de défendre. Exactement. Mais vous savez, mais c'est toujours pareil. Là, j'ai vu, il y a un dossier sur les prisons. Les prisons sont engorgées. Bon, on avait prévu, je crois, 15 000 places. Et finalement, il n'y en a que 4 000. Ce qu'on avait prévu, c'est qu'Emmanuel Macron nous les avait promis. Nous les avait promis. Encore une promesse qui ne sera pas tenue. Bon. Alors, tu as deux manières quand les prisons sont engorgées. La première manière, c'est de construire de nouvelles prisons.
Et c'est quoi la deuxième manière? Libérer les prisonniers. Libérer des détenus. C'est ce qui va se passer. Il va y avoir une loi pour libérer les détenus. Une proposition de loi. Une proposition de loi. Mais oui, mais- Mais enfin, on est chez les fous. Mais on est vraiment chez les fous. On est chez les fous, on est surtout chez les gens qui n'ont pas prévu, parce que cette question de la régulation carcérale, elle est dans donc, la régulation carcérale qui consiste à dire on ne va pas construire des prisons, on va plutôt libérer les prisonniers avant la fin de leur peine, sous certaines conditions, qui là encore, il y a des débats, hein. Il y a certaines personnes plutôt à gauche de l'échiquier politique qui ont la régulation carcérale large. Donc il faut... Non mais je dis ça parce qu'il y en a certains qui veulent pas seulement libérer les prisonniers avant la fin de leur peine, mais ne pas les faire rentrer en prison. Ouais. Mais simplement, une fois qu'on a dit ça, quel est le modèle aujourd'hui? Excusez-moi, mais quand on a mis en place un système judiciaire qui a un code pénal, on se dit déjà on va pas appliquer correctement le code pénal, on va mettre des peines bien moindres que celles qui sont prévues. Et ensuite on va permettre et désormais obliger le juge qui prononce la peine de l'aménager immédiatement. Puis ensuite on va faire passer un juge d'application des peines qui va lui décider si on applique ou pas la peine qui a été déjà aménagée par le juge qui l'a prononcée loin du code pénal. La régulation carcérale, excusez-moi, on l'a déjà. Il faut dire... Joseph Massescaron. Il faut redire pour poursuivre ce que dit Charlotte, que chaque semaine, le juge reçoit un mail pour lui dire voilà l'état aujourd'hui, le nombre de personnes incarcérées. Et donc, faites attention au jugement que vous allez prendre, bien sûr. Et il reçoit même un deuxième mail après, 2 jours plus tard dans la foulée, en disant est-ce que vous avez bien pris en compte cette notion? Mais ça n'empêche pas qu'on a mis le PDG de Lafarge ou l'ancien PDG de Lafarge en prison. Ça c'est une alors histoire, que, alors qu'effectivement, il ne représentait a priori aucun danger pour la société et qu'il n'avait pas d'intention de fuite. Oui. Et qu'il faisait appel. Et qu'il a fait appel. Et qu'il a fait appel. Voilà. Mais lui, il nous écoute peut-être d'ailleurs aujourd'hui dans sa prison. Et quand on saura le fin mot de l'histoire, parce que qui n'est pas du tout ce qui a été annoncé, c'est-à-dire qu'il a occupé un poste sacrifié, il faut bien en avoir conscience. Bon, ça c'est encore autre chose, moi j'entre pas sur le fond du dossier. Pourtant ça vaut la peine. Oui, je sais que ça vaut la peine, mais je n'ai pas les éléments. Si vous les avez, faites une tribune quelque part, écrivez-la. Mais simplement que les gens d'Al-Nostra font du bon boulot, disait le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Bon, c'est un peu compliqué. Oui, on ne va pas rentrer... Ça nécessiterait vraiment qu'on ouvre le chapitre et qu'on explique pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont perdus sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire Al-Nostra, ils ne savent pas ce que c'est. On disait que les terroristes qui étaient à l'œuvre en Syrie et que subventionnait donc le cimentier Lafarge, en maintenant son usine en production, eh bien que ces terroristes étaient à l'époque nos alliés pour combattre Bachar el-Assad. Aujourd'hui, ce ne sont plus nos alliés. Mais bon, et Lafarge paye... Il a agi, c'est pour ça que je parle de poste sacrifié, c'est-à-dire qu'il a agi pour bouc émissaire. Comme bouc émissaire. On ferme la parenthèse parce que c'est pas ce qu'a dit la justice française, c'est pas ce qu'elle a jugé, c'est pas là vous êtes en opposition avec la justice française et nous n'avons pas les éléments. Il se place simplement sur un autre terrain. Oui, enfin, il a été jugé de complice des terroristes et il a été condamné à 6 ans de prison. Bon. Et on s'étonne d'autant plus que le type ait été envoyé derrière les barreaux alors qu'il faisait appel et qu'il est président. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit, mais je vous répète, je pense toujours aux téléspectateurs qui n'est pas aussi au courant de ces sujets-là que vous. Mais il devrait. C'est pour ça qu'il écoute une chaîne d'information, qu'il regarde une chaîne d'information continue. Parce qu'il aime l'info. Et vous avez parfaitement raison. Mais on en a parlé la semaine dernière et je vous promets qu'on peut ouvrir ce chapitre à un autre moment de l'émission. Mais on était sur, hélas, la mort d'Agnès Lassalle. C'était il y a 3 ans maintenant. C'était il y a 3 ans. Poignardé par un lycéen de 16 ans. Il a aujourd'hui 19 ans. Il entendait des voix. Comment ? Il avait dit entendre des voix qui l'enjoignaient à faire le mal. Et je vous propose d'écouter le mari d'Agnès Lassalle. Il a parlé ce matin. Jamais rien ne ramènera Agnès, mais je voudrais vraiment que ça serve d'exemple ou de référence pour faire évoluer les choses. Maintenant, on fouille de manière aléatoire les cartables. Est-ce que c'est suffisant ? Vous savez très bien répondre à cette question. Il faudrait continuer, peut-être. Rappel des faits avec Mathieu Devez.
Des élèves déposent des fleurs devant leur établissement en hommage à Agnès Lassalle. 2 jours plus tôt, la professeure d'espagnol meurt poignardée par l'un de ses élèves, âgé de 16 ans. Alors que le cours touche à sa fin, l'adolescent se lève, verrouille la porte de la salle de classe et tue sa professeure d'un coup de couteau à la poitrine. Durant sa garde à vue, le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Le degré de discernement de l'accusé âgé de 19 ans aujourd'hui sera au cœur des débats. Suivi depuis 4 ans par un psychiatre, il prend un traitement antidépresseur après une tentative de suicide en novembre 2022. Jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques, il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Lors des obsèques de la professeure, Stéphane Voirin, son compagnon, rendait un ultime hommage à celle qu'il avait rencontrée 14 ans plus tôt. Sa danse, devant le cercueil, avait alors ému la France entière. Et puis Édouard Geffray, vous l'avez entreaperçu tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale a donc pris la parole sur ce sujet. Moi, je m'étonne que l'Éducation nationale ne soit pas partie civile. Ce qui est dans ce procès, c'est assez étonnant d'ailleurs. Écoutez Édouard Geffray. D'abord, l'unité de l'institution. En l'occurrence, l'unité autour de la famille de Mme Lassalle et de M. Voirin. Vous vous souvenez, comme moi, de ce drame il y a 3 ans qui avait bouleversé la communauté éducative. Plus que jamais, la communauté éducative est unie. L'éducation nationale, c'est comme un corps. Et si vous touchez une partie, vous avez tout le corps qui réagit. Et je leur dis aussi, évidemment, qu'on se bat collectivement pour faire reculer la violence. Vous savez qu'on fait énormément de contrôles aux abords des établissements pour détecter les armes blanches. On en a fait 20 500 en un an, quand même. On a retrouvé pas loin de 1000 armes blanches. Vous savez, sur la question des contrôles, c'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de mettre des portiques, etc. sur les couteaux. Bon, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, mais il faut juste aussi rappeler un peu les chiffres autour de ces contrôles. Vous avez 300 à 500 000 personnes qui passent chaque jour le sas de contrôle d'un aéroport. Donc là, on est en mesure de contrôler. Il y a 14 millions de personnes qui entrent dans un établissement scolaire par jour. Vous ne pouvez pas contrôler 14 millions de personnes chaque jour, c'est impossible. Donc effectivement, à mon avis, ceux qui veulent toujours plus de portiques, toujours plus de contrôle à l'entrée des établissements, se trompent de combat. À mon avis, c'est pas là que la solution pourra arriver. Je suis entièrement d'accord. On cherche à sécuriser l'enfer ce qu'il faut faire, c'est reciviliser à la société. Et ça passe aussi par le fait de remettre le savoir au centre de l'école, d'avoir des politiques éducatives ambitieuses, cohérentes, tout l'inverse de ce qu'on a fait depuis 40 ans. 50 ans. 50 ans même, le collège unique. La première fois, c'est en 1976, c'était René Haby, le collège unique, qui a commencé à détruire l'école. Avant d'être avec François Bousquet, je voulais vous faire écouter ce qui en dit beaucoup finalement de la société dans laquelle on est. Hier soir, il y avait nos camarades de Quotidien qui ont reçu Virginie Despentes. Virginie Despentes, auteure Grasset. Et puis effectivement, dans ce papier du Journal du Dimanche, elle avait été qualifiée de la gauche Kouachi. Bon. Et la question lui a été posée, et avec insistance, vous allez voir, puisqu'elle a dit « je n'ai pas compris ». Alors on va lui rafraîchir la mémoire, et puis on va rafraîchir la mémoire à celui qui posait la question aussi, parce qu'à l'oreillette, on n'a pas dû lui expliquer ce qu'il devait répondre. Voyez cette séquence. On vous a surnommé la gauche Kouachi aussi. Ça, dans le JDD d'hier. J'ai pas compris, ouais. Du nom des... Et je te cache pas que le JDD, je m'en parle pas les couilles. Et il se trouve que Madame Despentes avait éprouvé un amour débordant pour les frères Kouachi. Donc, les frères Kouachi... C'était pire que ça, le texte est assez long. Je l'ai relu hier, c'était dans les Inrocks, je crois. Oui. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est sous prétexte, sous vertu de figures de style un peu appuyées, c'est abject. Hein. Mais c'est abject. Ouais, sur fond, Pascal, de misérabilité. François Bousquet. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, Virginie Despentes. Vous me rappelez, Cher Connard, prix Goncourt. Elle vend des Verdun Subutex adaptés à la télévision. Elle avait également défendu la famille Traoré. Donc c'est vraiment la gauche gentrifiée de l'Est. On rappelle les frères Kouachi pour ceux qui... 2015, c'est Charlie 2015 avec une traque. Hein. Non, les frères Kouachi, effectivement, ils entrent dans Charlie. Ils venger le prophète. Ils éliminent quasiment toute la rédaction, ils tuent tout le monde. Ils partent ensuite dans une
cavale, et ils tuent un policier, ils seront... Et donc vous avez cette femme qui, hier, elle a tellement honte d'ailleurs qu'elle dit « j'ai pas compris ». Donc elle prend en plus, comment dire, Monsieur Barthès pour un imbécile. Bon, peut-être a-t-elle raison, peut-être a-t-elle raison, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il ne lui répond pas, ce qui est quand même invraisemblable. En fait, cette séquence est juste invraisemblable. Vous avez cette femme qui a effectivement dit « j'ai un amour débordant pour les frères Kouachi », qui est reçue dans une antenne sans qu'on lui rappelle le moindre de ses paroles, qui édite des livres. Et c'est la liberté d'expression, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, mais tu peux simplement l'interroger. Lui demander, mais pourquoi vous avez écrit ça? Est-ce que vous le regrettez? Ce qui est aussi possible. Parce que parfois, on peut écrire quelque chose et puis dire c'était pas les mots qui étaient adaptés, etc. Donc là, mais j'ai pas compris. Et c'est le journal du dimanche qui a attaqué hier, on en a parlé longuement, Pascal Ménadier, qui toute la presse française l'a ciblé, alors que c'est un journaliste remarquable, indépendant, intelligent et surtout informé. Le papier qu'il a fait, François Bousquet, qui produit la seule contre-enquête solide et sérieuse et étayée. Et pour revenir sur Despentes, c'est vraiment une récidiviste. Hein. Elle ne fait que ça. Et sur les frères Kouachi, elle se solidarise du destin des frères Kouachi, socialement, religieusement, elle n'est pas la seule à l'avoir politiquement. Simplement, elle a mis les billes dans le plat, elle. Hein. Et elle s'appuie sur 200 à 300 000 lecteurs. Donc c'est une puissance éditoriale, Virginie Despentes. C'est King Kong théorie. Tout est contestable chez elle. Hein. Elle porte un féminisme vengeur, hein, anti-masculin, anti-homme. Hein. Elle devrait l'assumer. Barthès le sait, tout le monde le sait. Moi, quand j'avais lu la Tribune à l'époque, hein, j'avais été sidéré de se solidariser à ce point-là de deux criminels, hein, Kouachi, quoi. Donc, c'est le privilège rouge. Oui, exact. Qui existe. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit dans les médias. Mais tout le papier revenait à dire que finalement, alors ensuite après c'est la thèse Joseph Massescaron qui est reprise, hein, abondamment reprise par toute une presse de gauche, c'est-à-dire qu'en fait, Charlie Hebdo l'avait bien cherché. Voilà. Et c'est ça qui est terrible. Au-delà de ça, déjà, c'est beaucoup. Hein. Les islamistes sont les nouveaux donnataires. Il y a aussi le refrain. Je me souviens, il y avait eu aussi un autre papier, relire l'enfance des frères Kouachi et se ressaisir. Je ne sais plus quel était le titre exact. C'est aussi l'idée que, étant donné l'enfance qu'on leur a offert, à savoir la France, à savoir nous, à savoir Charlie Hebdo, mais bien au-delà, et moins la caractéristique de Charlie Hebdo, il ne faut pas qu'on s'étonne, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ce qui est la plupart du temps parfaitement faux, en plus, pour des gens idéologisés au dernier degré, qui en général ne sont pas du tout ceux qui ont le plus souffert, notamment socio-économiquement, on va dire. C'est pas vrai, c'est une grille d'analyse qui échoue sur le terrain du... Mais on va le réécouter, cette séquence, parce que je vous assure, je la trouve tellement significative. Je n'ai pas compris. Alors, je pense que le président s'est manifestement... Ils ont tous très bien compris. Voilà, il n'a pas envie, pour les raisons que nous connaissons. Revoyons cette séquence, parce que très souvent, nous sommes mis en accusation, hein, bien sûr. Et revoyez cette séquence de journalisme à la française. On vous a surnommé la gauche Kouachi aussi. Ça, dans le JDD d'hier. J'ai pas compris. Ouais. Du nom des. Et je te cache pas que le JDD, je m'en parle pas les couilles. Et on rigole. On rigole et tout le monde rit. On est là, entre nous. La petite caste qui se croit tout permis. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est sûr c'est vraiment, alors ça, c'est vraiment un exemple chimiquement pur, comme dit l'autre. La petite caste qui se croit tout permis et au-dessus de tout. C'est exactement ce que Samuel Fitoussi décrit dans son ouvrage « Pourquoi les intellectuels se trompent », c'est qu'on fait primer la rationalité sociale sur la rationalité épistémique, c'est-à-dire les logiques réputationnelles, le qu'en dira-t-on, le signalement de vertu. Tout ça, ça passe avant tout, hein, y compris avant les... Ça, c'est formidable. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, ça me plaît bien, ça. Répétez les trois trucs, ça me plaît. Qu'on fait passer la rationalité sociale avant la rationalité épistémique, c'est-à-dire que le qu'en dira-t-on, les logiques de signalement de vertu, montrer patte blanche au camp du bien. Et qui a écrit ça? Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent. Un des best-sellers de l'année. Vous l'avez reçu ici. Pour parler du livre. Exact, on l'avait... Ça, c'est vous ne l'avez toujours pas lu, c'est agaçant. C'est 70 ans de controverse intellectuelle, hein, ce qu'il raconte. Mais je reviens sur ce que dit Charlotte, puisque j'en fais, c'est le fil rouge des romans policiers, c'est-à-dire que, en fait, tous ces gens-là pensent que le mal est un mal subi, alors qu'il y a un mal choisi.
Non, mais mais moi, je me dis, avant toute chose, il faut un exorcisme Elle a raison, géant. l'extrait est formidable. Parce mais bien sûr qu'elle se fout éperdument des frères Kouassi. Mais bien sûr. Elle les aime pas. Elle prétend les aimer, mais elle ne les aime pas. Par contre, elle déteste réellement ce que représente l'Occident, la France. Les frères Kouachi, son féminisme aurait été mis à rude épreuve. Bon. Et Louis Plenel aussi avait d'ailleurs à l'époque écrit sur l'enfance misérable des frères Kouachi. Regardez, c'était dans les Inrocks du 17 janvier 2015. J'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes. Je répète la phrase. J'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes. Ceux qui venaient de s'acheter une Kalachnikov au marché noir et avaient décidé à leur façon, la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. J'ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. Je les ai aimés jusque dans leur maladresse quand je les ai vus, armes à la main, semer la terreur en hurlant on a vengé le prophète et ne pas trouver le ton juste pour le dire. Mais c'est abject. C'est abject. Et que cette dame, sur une chaîne importante, soit interrogée dans les sourires et dans les rires avec un présentateur qui ne connaît rien à rien ou qui ne veut pas lui poser de questions, et cette dame qui dit je n'ai pas compris, ce sont des gens abjects. Et qui se permettent de distribuer des brevets de responsabilité. Voilà, ces gens sont abjects. Je ne peux pas vous dire autre chose, ces gens sont abjects.